Paul McCartney a passé des décennies à cacher ses vrais sentiments à propos d'une femme. Elle est entrée dans les sessions d'enregistrement des Beatles en 1968 et a tout détruit. Elle utilisait leurs instruments sans permission. Elle a enfreint leurs règles sacrées de trucs de mec. Les autres Beatles détestaient aussi sa présence. Paul s'est senti mis de côté lorsque son meilleur ami l'a choisi plutôt que le groupe. En 2023, il a finalement confessé la vérité inconfortable. Cette femme n'a pas seulement brisé les Beatles, elle a brisé le cœur de Paul d'une manière que personne ne comprenait. Paul McCartney est né le 18 juin 1952 en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Liverpool était constamment bombardé par des avions allemands et les familles comme la sienne devaient se cacher sous terre presque toutes les nuits. Son père, Jim, travaillait dans la vente de coton, tandis que sa mère, Mary, était infirmière à l'hôpital Walton, le même endroit où Paul est né. La famille vivait dangereusement près des docks qui étaient toujours attaqués. Quand Paul est né, son père a plaisanté en disant qu'il avait l'air terrible, comme un morceau de viande rouge avec un œil ouvert, pleurant sans arrêt. Ce début difficile, pendant une période de bombes et de blackout, a façonné la façon dont Paul allait voir le monde. Quand Paul n'avait que 5 ans, il avait déjà appris à se battre. Il se souvenait avoir frappé un garçon avec une barre de métal et s'être fait réprimander devant toute l'école. Il a eu besoin de cette force plus tard, surtout après avoir réussi l'examen 11+, qui lui a permis d'entrer à l'Institut de Liverpool. Mais son succès n'a pas rendu la vie plus facile, car sa mère était catholique et son père protestant. Il est devenu une cible. Les autres garçons, principalement issus de familles protestantes, l'ont brutalement harcelé. Chaque jour à l'école était comme une bataille, et Paul a appris à se protéger. Ses premières luttes sont restées avec lui et se sont manifestées plus tard dans des chansons qui parlaient de survie et de résistance. Le moment le plus difficile pour Paul est survenu en 1956. Le 31 octobre, sa mère est décédée d'un cancer du sein. Elle n'avait que 47 ans. Paul n'avait que 14 ans et n'arrivait pas à y croire. Elle avait gardé la maladie secrète. Et après une opération, elle est décédée d'un caillot de sang. La première pensée de Paul a été déchirante. Il a demandé ce qu'ils allaient faire, Ils allaient faire sans son argent. Mary était le principal soutien de famille. Son dernier souvenir d'elle était de la taquiner sur sa façon de prononcer le mot « ask », demander. Cette culpabilité ne l'a jamais quitté. Quelques mois plus tard, il a écrit sa première chanson, « I Lost My Little Girl », pour essayer de faire son deuil. Cette perte resterait profondément ancrée en lui. Et des années plus tard, lorsqu'il a rêvé d'elle, lui disant que tout irait bien, cela a inspiré l'une de ses chansons les plus célèbres, Let It Be. Le père de Paul, Jim, était plus qu'un vendeur. C'était un musicien talentueux qui jouait du piano et de la trompette. Il avait travaillé au Hippodrome Theatre à Liverpool et avait appris la musique en écoutant tous les soirs tout en gérant les projecteurs. En 1957, Jim a offert une trompette à Paul, espérant qu'il suivrait ses traces. Mais Paul s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas chanter et jouer de la trompette en même temps. Il l'a donc échangé contre une guitare qui coûtait 15 $. Ce simple choix a complètement changé l'histoire de la musique. La guitare a donné à Paul un moyen de chanter et de créer des chansons en même temps. L'amour de son père pour la musique ancienne a profondément influencé le style de Paul, en particulier son penchant pour les mélodies fortes et les airs entraînants. Même avec l'école et la musique, Paul devait encore travailler. En 1958, à l'âge de 16 ans, il a accepté des emplois difficiles juste pour aider la famille. Il livrait du charbon pendant les matins glacials et balayait les sols dans une filature de coton, où les machines étaient si bruyantes qu'on ne pouvait pas s'entendre penser. Son grand-père avait passé sa vie à couper du tabac à l'entrepôt Cops et son père avait travaillé à la bourse du coton de Liverpool. Ces expériences ont appris à Paul à connaître les travailleurs, leurs douleurs, leur fierté et leur humour.
C'est ce monde qui a façonné de nombreuses chansons des Beatles qui honoraient la vie quotidienne. Quand Paul avait 10 ans en 1952, quelque chose de terrifiant s'est produit. Il a failli se noyer en nageant avec des amis dans l'une des carrières inondées de Liverpool. Ces fosses profondes semblaient amusantes, mais étaient mortelles. Remplies d'eau glaciale et de matériel minier abandonné, elles étaient des pièges pour les enfants. Paul a glissé sous l'eau et ses amis ont dû le sortir. De nombreux enfants étaient morts dans ces eaux. Cette frayeur lui a laissé une peur de la natation qui est restée à vie et peut-être même un sens plus aigu de la fragilité de la vie. Puis vint le jour qui a tout changé. Le 6 juillet 1957, Paul se rend à une kermesse à l'église St. Peter's à Woolton. Il faisait chaud et ensoleillé. Il a regardé un garçon nommé John Lennon jouer de la guitare en utilisant des accords étranges qu'il avait appris de sa mère. Paul, qui était gaucher, a retourné la guitare de John et a joué parfaitement Twent Flight Rock en chantant chaque mot. Il a également chanté Long Tall Sally comme un pro. Le groupe n'arrivait pas à y croire. Il pouvait jouer, chanter, accorder les guitares et connaissait tous les tubes. Ce moment a marqué le début d'un partenariat qui allait bouleverser le monde. 2 semaines plus tard, Pete Shotton a vu Paul faire du vélo et l'a invité avec désinvolture à rejoindre le groupe de John, The Quarrymen. Paul a dit qu'il le ferait après un camp scout et des vacances en famille à Philly. Son premier vrai concert avec le groupe a eu lieu le 18 octobre 1957. Tout le monde portait des vestes assorties. Elles ont été payées lentement, petit à petit. Ce qui a rendu cela encore plus émouvant, c'est que la mère de John, Julia, était décédée 3 mois plus tôt. Paul comprenait cette douleur. Il avait perdu sa propre mère l'année précédente. Cette douleur partagée les a rapprochés et leur musique allait porter les émotions qu'ils ne pouvaient pas exprimer à voix haute. En 1959, Paul et John séchaient les cours pour écrire des chansons dans la chambre de Paul au 20 Forthlin Road. Ils s'asseyaient face à face pour écrire et enregistrer des idées à l'aide d'un magnétophone bon marché. Leur première chanson ensemble était Too Bad About Sorrows, puis vint Just Fun et un instrumental intitulé Looking Glass. Ils traitaient l'écriture de chansons comme un travail, construisant un cahier rempli de plus de 100 chansons bien avant qu'ils ne soient célèbres. C'était le fondement de leur futur succès. Mais tout ne s'est pas passé sans eux. Lors de cette même première performance des Quarrymen en octobre 1957, Paul avait une tâche à accomplir. Jouer un solo sur Guitar Boogie. Il l'avait répété encore et encore, mais quand le moment est venu, le trac a pris le dessus. Il s'est figé, a trébuché sur la chanson et s'est senti complètement humilié. Il a failli abandonner la musique complètement. Mais au lieu d'abandonner, il a décidé qu'il n'était pas fait pour être un guitariste principal. Cet échec lui a fait comprendre qu'ils avaient besoin de quelqu'un de meilleur, ce qui a conduit George Harrison à rejoindre le groupe au début de 1958. Ce changement allait façonner le groupe pour toujours. En mai 1960, Paul a pris un nom de scène lors d'une tournée chaotique en Écosse. Pendant 8 jours, le groupe a joué derrière le chanteur Johnny Gentle. Paul s'est fait appeler Paul Ramon, essayant de paraître chic. Ils ont voyagé dans une camionnette exiguë, ont séjourné dans des endroits louches et n'étaient même pas inscrits sur les affiches. La tournée a été un désastre, mais Paul s'est souvenu que des filles écossaises lui avaient demandé si c'était son vrai nom. Malgré le désordre, cela lui a donné un avant-goût de la vie sur la route. Puis vint Hambourg. Le 17 août 1960, les Beatles ont commencé à jouer à l'Indra Club dans le quartier rouge de l'Allemagne. Ils se produisaient pendant des heures chaque soir, 4,5 heures en semaine et 6 heures le samedi. L'endroit était rempli de clubs de striptease et de foules agitées. Ils gagnaient à peine quelques marques chacun, à peine de quoi se nourrir. Mais ce travail acharné les a améliorés. Les propriétaires de clubs leur criaient de faire un spectacle, et ils l'ont fait. John agissait comme un fou sur scène, et ils ont commencé
à développer un véritable style de performance. George a dit plus tard que c'est à Hambourg qu'ils sont vraiment devenus un groupe. Pendant leur séjour à Hambourg, Paul a pris une grande décision. Lorsque Stuart Sutcliffe a quitté le groupe en 1961, ils avaient besoin d'un nouveau bassiste. Paul ne voulait pas du rôle, mais il l'a accepté quand même. Il a acheté une basse violon Hofner dans un magasin de musique locale. Cette basse est devenue emblématique. Il l'a utilisée sur les premiers albums et singles du groupe, comme She Loves You. Son jeu de basse mélodique a changé la façon dont les gens voyaient. La guitare basse, ce n'était plus seulement un arrière-plan. Elle est devenue une partie du cœur de la chanson. Tout a changé lorsqu'ils ont rencontré Brian Epstein. Le 9 novembre 1961, il les a vus jouer au Cavern Club et a immédiatement pensé qu'ils avaient quelque chose de spécial. Quelques semaines plus tard, le 3 décembre, il a proposé de les gérer. Il n'avait aucune expérience, mais son style et sa confiance les ont impressionnés. Leurs parents l'ont également apprécié et il a rapidement guidé le groupe vers quelque chose de beaucoup plus grand. La plus grande controverse a éclaté en août 1962. John a invité Ringo Starr à rejoindre le groupe. 2 jours plus tard, Pete Best était dehors. Les fans étaient furieux. Certains ont manifesté devant la maison de Pete et George s'est même fait frapper par un supporter en colère. Lors de la première session d'enregistrement de Ringo, le producteur ne lui faisait pas confiance et a utilisé un batteur de session à la place. Ringo pensait qu'il pourrait être renvoyé aussi, mais au final, la nouvelle formation a fonctionné et cela a tout changé. Leur premier single, Love Me Do, est sorti le 5 octobre 1962. Il n'a pas tout de suite été en tête des charts, mais a atteint la 17e place au Royaume-Uni en novembre. Paul chantait l'harmonie et jouait de la basse, tandis que John s'occupait de l'harmonica. Ils ont enregistré 3 versions avec différents batteurs. Lorsque la chanson est finalement arrivée aux États-Unis en 1964, elle a atteint la première place. C'était leur 4e numéro, un Américain, la même année, battant des records et les lançant vers la gloire mondiale. Tout a commencé le 9 février 1964, lorsque 4 jeunes hommes de Liverpool sont montés sur la scène du Ed Sullivan Show et ont changé le monde. Ce soir-là, 73 millions de personnes étaient rivées à leurs écrans, établissant un record qui a tenu pendant 3 ans. CBS a été inondé de 50 000 demandes de billets, alors que le théâtre ne pouvait accueillir que 728 personnes. Ce moment est devenu plus emblématique que les débuts d'Elvis en 1957, qui n'avaient suscité que 7 000 demandes. Pendant une chanson, alors que la caméra se déplaçait sur les membres du groupe, la légende de John disait avec effronterie « Désolé les filles, il est marié ». En coulisses, le patineur olympique Terry McDermott a fait semblant de couper les cheveux de Paul pendant que tout le monde éclatait de rire. Ils ont commencé avec « All My Loving ». Ensuite, Paul a chanté « Till There Was You », suivi de « She Loves You ». Et est revenu plus tard pour I Saw Her Standing There et I Want to Hold Your Hand. Tout s'est passé seulement 77 jours après l'assassinat du président Kennedy et, d'une certaine manière, ce bruit joyeux a aidé l'Amérique à recommencer à sourire. Puis, 20 mars 1964, et quelque chose d'encore plus incroyable se produisit. Le 16, Can't Buy Me Love est sorti et a immédiatement explosé. Il avait déjà accumulé 1,7 million de précommandes en Amérique et plus de 2,1 millions dans le monde. En une seule journée, plus d'1 million d'exemplaires ont été vendus. Le 4 avril, la chanson s'est passée de la 27e à la première place en une seule semaine, le plus grand bond de l'histoire du Billboard à l'époque. Le même jour, les Beatles occupaient les 5 premières places du classement. Le numéro 2 était Twist and Shout, ensuite She Loves You, I Want to Hold Your Hand et Please Please Me. La semaine suivante, ils avaient 14 chansons dans le Hot 100. Ce genre de domination n'a pas été égalé avant 2022, mais tous les moments n'étaient pas joyeux. Le 4,
Juillet 1966, lors d'un voyage à Manille, les choses ont mal tourné. Les Beatles avaient, sans le savoir, manqué un événement au palais organisé par la première dame Imelda Marcos, ce qui a déclenché une réaction violente. Ils n'avaient jamais accepté d'y assister, mais lorsqu'ils ne se sont pas présentés, les médias ont déformé l'histoire. Sur le chemin de l'aéroport, des citoyens en colère ont bordé la route. Des hommes en uniforme les ont battus, ainsi que leur équipe. Le directeur de l'aéroport a même coupé les escaliers mécaniques et s'est vanté d'avoir frappé leur manager et d'avoir donné des coups de poing à Ringo et John. Même les fans locaux ont été attaqués pour avoir essayé de les protéger. Paul a dit plus tard qu'ils avaient embrassé les sièges de leur avion une fois qu'ils ont été en sécurité. Cette journée brutale les a convaincus que la vie en tournée ne valait peut-être plus la peine. Puis, le 19 novembre 1966, alors qu'il rentrait d'un safari au Kenya, Paul a eu une idée qui allait changer la musique une fois de plus. Assis à côté de sa petite amie Jane Asher et de son road manager Mal Evans, il a imaginé un groupe fictif qui pourrait les libérer du rôle des Beatles. Il était fatigué de l'image des Mop Tops et voulait quelque chose de nouveau. Son idée est devenue Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. John l'a minimisé plus tard, disant que Paul ne faisait que suivre les tendances et George ne s'est jamais vraiment soucié du concept. Pourtant, le projet a fini par remodeler ce que les albums pouvaient être. Mais la magie n'a pas toujours fonctionné. Le 26 décembre 1967, leur film Magical Mystery Tour a été diffusé en noir et blanc sur la BBC. Tourné principalement sur un ancien aérodrome du Kent, il est sorti quelques mois, seulement après la mort soudaine de leur manager Brian Epstein. Les critiques étaient faits à attaquer, et ils l'ont fait. Le son était faible, les couleurs étaient absentes et l'histoire ressemblait à du chaos. C'était leur premier grand échec. Une version couleur a été diffusée en janvier 1968, mais cela n'a pas beaucoup aidé. Ironiquement, le film a ensuite été reconnu comme une œuvre audacieuse de cinéma expérimental, et la bande originale s'est toujours bien vendue. À peu près à la même époque, une rumeur bizarre a commencé à se répandre. En 1966, Paul a eu un véritable accident de cyclomoteur à Londres. D'une manière ou d'une autre, ce petit événement a déclenché la théorie du Paul est mort. Les fans croyaient qu'il était mort dans un accident de voiture le 9 novembre 1966 et qu'il avait été secrètement remplacé par un sosie. Des indices étaient censés être cachés dans les chansons et les pochettes d'albums. En 1969, la théorie s'était répandue sur les campus universitaires et dans les journaux américains. Elle a finalement pris fin en novembre 1969 lorsque le magazine Life a publié des photos de Paul, bien vivant et souriant. La même année, les choses se sont dégradées en coulisses. Les sessions du White Album en 1968 étaient pleines de tensions. Paul essayait de garder le contrôle, tandis que John, fortement influencé par Yoko Ono, embrassait le chaos. Paul disait souvent aux autres comment jouer et enregistrait parfois leurs parties lui-même. George se sentait comme un musicien de second plan dans son propre groupe et le ressentiment n'a cessé de croître. John accueillait la présence de Yoko, sachant que cela irritait Paul. À la fin de cette année, Paul dirigeait un groupe qui ne voulait pas le suivre. Puis, en janvier 1969, Paul a essayé de les rassembler une dernière fois. Il a imaginé le projet Get Back, un retour à leurs racines avec des enregistrements en direct et sans trucage de studio. Mais au lieu de sauver le groupe, les sessions ont révélé à quel point ils avaient chuté. George est parti le 10 janvier en disant « Je quitte le groupe maintenant ». Paul a continué à pousser, mais les autres avaient perdu tout intérêt. Les caméras ont tout filmé, et ce qui était censé être une célébration s'est transformé en un documentaire douloureux appelé « Let It Be ». Le coup de grâce est arrivé le 9 avril 1970. Paul a publié un communiqué de presse pour son album solo, McCartney, et a tranquillement annoncé au monde qu'il n'avait plus l'intention de travailler avec les Beatles. Ses mots exacts ont été « Non ».
lorsqu'on lui a demandé si un nouvel album des Beatles était à venir, et le temps nous le dira, lorsqu'on lui a demandé si la pause était permanente. Ses camarades de groupe l'ont appris par les journaux le lendemain. C'était un timing cruel juste avant la sortie de Let It Be, et les fans ont eu le cœur brisé. Mais ce n'était pas la fin. Le 31 décembre 1970, Paul a poursuivi ses meilleurs amis devant la Haute Cour de Londres. Il voulait dissoudre légalement les Beatles et empêcher Alan Klein de contrôler leur argent. La bataille judiciaire a commencé le 19 janvier 1971. Paul a fait valoir que la gestion de Klein était imprudente, tandis que les 3 autres Beatles ont défendu leur choix. En fin de compte, le juge a tranché en faveur de Paul le 12 mars 1971, estimant que Klein avait agi avec négligence. Paul a dit plus tard que c'était la seule façon de protéger leur musique. La douleur ne s'est pas estompée. En septembre 1961, John Lennon a sorti « How Do You Sleep », une chanson brutale qui attaquait Paul personnellement. Il s'était moqué du travail de Paul, l'a traité de « has-been » et a même fait venir George pour jouer de la guitare. C'était la réponse en colère de John à ce qu'il considérait comme des pics cachés dans les chansons précédentes de Paul. L'amertume s'est répandue dans des lettres publiques, avec même Klein qui aurait ajouté des insultes. L'amitié avait disparu. Pendant ce temps, Paul a continué d'avancer. Le 17 avril 1970, il avait tranquillement sorti « McCartney », son premier album solo. Il l'a enregistré seul chez lui, jouant de tous les instruments et chantant toutes ses Les lignes. Les critiques ont détesté le son brut et les pistes inachevées, mais les fans s'en fichaient. Il a atteint la première place aux États-Unis et la deuxième au Royaume-Uni. Cet album lo-fi a contribué à lancer une nouvelle vague de musiciens DIY. En 1971, Paul a pris un autre risque. Il a formé Wings avec Linda, le guitariste Denny Laine et le batteur Denny Seiwell. Leur premier album, Wildlife, est sorti en décembre 1971 et a été un échec cuisant. Les critiques l'ont démoli et beaucoup ont pensé que Paul avait perdu sa magie. Linda n'avait jamais été une musicienne professionnelle et les fans étaient sceptiques. Mais cet échec a jeté les bases de quelque chose d'énorme. En 1973, ils se sont rendus à Lagos, au Nigeria, pour enregistrer Band on the Run, et tout a mal tourné. 2 membres du groupe ont démissionné avant le vol. Le studio était horrible. Les McCartney ont été volés à la pointe du couteau et ont perdu leurs paroles et leur bande. Pourtant, malgré tout, Paul a persévéré. Il a joué la plupart des instruments lui-même et l'album est devenu son plus grand succès post-Beatles. Il a été certifié triple platine, a passé 4 semaines à la première place aux États-Unis et a dominé les charts au Royaume-Uni et en Australie. Wings est devenu encore plus grand en 1976. Du 3 mai au 23 juin, ils ont fait une tournée aux États-Unis et ont joué devant plus de 600 000 fans. Pour la première fois depuis la séparation des Beatles, Paul a interprété leurs anciennes chansons en direct. Le groupe a voyagé dans le luxe pendant que les fans criaient de joie. Ringo a même surpris Paul sur scène avec des fleurs. La tournée a été immortalisée dans un album live qui a prouvé que Wings était devenu une force avec laquelle il fallait compter. Mais les ennuis n'étaient pas loin. Le 16 janvier 1980, Paul a commis une terrible erreur. Il s'est envolé pour le Japon avec près de 8 onces de marijuana dans sa valise. Il ne l'a pas caché. Il a passé 9 jours dans une petite cellule de prison et a failli être condamné à 7 ans de prison. Toute la tournée de Wings au Japon a été annulée, leur faisant perdre plus d'$1 million. George Harrison a été le seul à le contacter. Cette arrestation a brisé Wings et, en avril 1941, le groupe était terminé. En coulisses, Paul vivait une histoire d'amour plus tranquille. Il a rencontré Linda Eastman le 15 mai 1967. Ils se sont mariés le 12 mars 1969, au moment même où les Beatles se séparaient. Ils ont eu des enfants, ont fait des tournées ensemble et ont rarement passé plus de quelques jours séparés.
Linda est décédée le 17 avril 1948 d'un cancer du sein, la même maladie qui a emporté la mère de Paul en 1956. Il a pleuré pendant près d'un an, disant simplement « J'ai perdu ma petite amie ». Après la mort de Linda, Paul a essayé de passer à autre chose. Il a épousé Heather Mills en 2002, mais la relation s'est rapidement effondrée. Ils ont eu une fille, Béatrice, en 2003, mais en 2006, ils s'étaient séparés. La bataille de divorce est devenue laide, Heather exigeant 250 millions de dollars. Le tribunal lui a accordé 24,3 millions de dollars en 2008 et l'a décrite comme erratique et mensongère. Elle a perdu le contrôle après le verdict et le conte de fées était officiellement terminé. Paul McCartney a vécu une vie dont la plupart des musiciens ne font que rêver. Mais derrière toute la gloire et la musique, il y a eu des moments qui ont choqué même ses plus grands fans. En 1984, Paul a sorti un film intitulé « Give My Regards to Broad Street ». C'était censé être son grand moment hollywoodien, quelque chose de personnel et d'artistique, car il l'a écrit, produit et joué lui-même. Mais le film a tellement floppé qu'il est devenu l'un des plus grands désastres de célébrité au cinéma. Il a coûté 9 millions de dollars à réaliser, mais n'a rapporté qu'un peu plus d'1 million dans les salles de cinéma. Un peu plus de 500 000 sont entrés pendant le week-end d'ouverture. Les gens ne l'ont pas seulement évité, ils l'ont détesté. Les critiques l'ont démoli, qualifiant son jeu d'acteur de raide et ennuyeux, et le public ne lui a jamais donné une seconde chance. La bande originale a quand même bien marché au Royaume-Uni, atteignant même la première place, mais elle n'a pas pu sauver la réputation du film. Cet échec a anéanti tout espoir qu'avait Paul de percer au cinéma. Puis est venu un moment, en 2001, qui a pris tout le monde au dépourvu. Paul McCartney, souvent perçu comme le plus poli et le plus calme des Beatles, a soudainement fait les gros titres pour avoir frappé un photographe devant un théâtre à Londres. Ce n'était pas une rumeur de tabloïd. Il y a eu de véritables accusations d'agression déposées. Ce n'était même pas la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça. En 1969, il avait frappé un photographe du magazine Life en Écosse. Les accusations de 2001 ont ensuite été abandonnées, mais cela a choqué les fans qui n'avaient connu Paul que comme le gentil. Cela s'est produit pendant une période stressante de sa vie, et bien qu'il ait continué à sourire en public, il était clair qu'il y avait des fissures en coulisses. La même année, Paul s'est profondément impliqué pour aider l'Amérique à se remettre des attentats du 11 septembre. Le 20 octobre 2001, il a contribué à RZA a organisé le concert pour New York City, qui a réuni des stars comme David Bowie, Bon Jovi et The Who, récoltant 35 millions de dollars pour les victimes et leurs familles. Mais même pendant cette période émotionnelle, Paul a partagé quelque chose qui a stupéfié les gens. Il a admis avoir consommé de la cocaïne pendant les sessions d'enregistrement des Beatles dans les années 1960. Les fans avaient l'habitude qu'il nie ou minimise sa consommation de drogue. Donc, entendre cela alors qu'il était censé. Offrir du réconfort après une tragédie nationale a mis beaucoup de gens mal à l'aise. Il avait en fait vu les Twin Towers brûler depuis son avion le 11 septembre et s'est retrouvé bloqué à New York pendant une semaine. Il a écrit la chanson « Freedom » en réponse et l'a interprétée en direct. Mais le timing de sa confession sur la drogue l'a fait paraître déplacé et a endommagé l'image que les gens avaient de lui en tant que leader propre sur le plan de la moralité en temps de crise. En 2003, les choses ont pris une tournure plus sombre dans sa vie personnelle. Sa femme de l'époque, Heather Mills, l'a accusé de quelque chose de vraiment choquant. Elle a dit qu'il lui avait jeté du vin rouge dessus, puis l'avait poignardé au bras avec le pied cassé du verre. Elle a affirmé qu'il y avait eu plusieurs agressions violentes. Une où il l'aurait poussée au-dessus d'une table, une autre alors qu'elle était enceinte de 4 semaines. Et même un moment où elle a dit qu'il l'avait étranglée après qu'elle ait posé des questions sur la marijuana. Tout cela est ressorti pendant leur sale bataille de divorce, qui a été remplie d'insultes, de menaces juridiques et d'allégations troublantes.
Heather a même dit que Paul avait essayé de contrôler son programme d'allaitement après la naissance de leur fille Béatrice. Son équipe a nié toutes les accusations, mais les gros titres étaient partout. Les gens ne savaient pas quoi croire. Lorsque Paul a épousé Nancy Shevell en 2012, cela aurait dû être un nouveau départ paisible, mais ce n'était pas le cas. Des rumeurs ont explosé selon lesquelles Paul avait commencé à fréquenter Nancy avant même de s'être séparé de Heather. Heather elle-même a dit qu'elle l'avait confronté à ce sujet en 2006. Paul l'a nié, mais les commérages n'ont pas cessé. Lui et Nancy se connaissaient depuis des années. En fait, elle et son mari avaient été amis avec Paul et sa défunte épouse, Linda. Les choses ont paru suspectes lorsque Paul a été aperçu en train de prendre un verre et de dîner avec Nancy dans un complexe de luxe, puis de la rencontrer dans un hôtel à Londres peu après une audience au tribunal avec Heather. Pour rendre les choses encore plus dramatiques, la famille de Nancy était liée à des connexions présumées avec la mafia par le biais de leur entreprise de transport routier. En 1988, son père a été accusé d'avoir des liens corrompus avec un tueur à gages connu de la mafia. Tout cela a rendu difficile pour le public de célébrer le nouveau mariage de Paul sans regard de côté et sans spéculation. Paul a également gardé des sentiments profonds à l'égard des personnes qui ont changé sa vie pour toujours. L'une d'elles était Mark David Chapman, l'homme qui a tué John Lennon en 1980. La plupart des gens connaissent Chapman comme l'assassin de Lennon. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'il avait en fait envisagé de tuer Paul en premier. Il avait une liste de cibles. Selon les propres mots de Paul, Chapman n'a pas seulement enlevé la vie de John. Il a anéanti toute chance pour Paul de faire la paix avec lui après des années de désaccords créatifs. Ils s'étaient affrontés dans les années 1970 et Paul n'a jamais pu lui dire au revoir. Après la mort de John, Paul a dû continuer à vivre dans son ombre, constamment comparé à un homme qui était maintenant considéré comme un martyr. Il a dit un jour que c'était comme s'il se disputait avec un fantôme. Son divorce avec Heather en 2008 est devenu un désastre public. Elle a fini par obtenir un règlement de 55 millions de livres sterling, dont 20 millions en une seule somme, et des paiements annuels jusqu'à ce que leur fille ait 18 ans. Le juge a même décrit Heather comme incontrôlable. Les journaux de toute la Grande-Bretagne l'ont transformée en une méchante. Comparé au mariage calme et long de Paul avec Linda, tout cela ressemblait au chaos. Heather l'a insulté publiquement, a crié aux médias et a fait des déclarations extravagantes. Elle a dit plus tard que des journalistes avaient piraté son téléphone et intercepté les messages vocaux de Paul pendant leur dispute. Mais en raison d'un accord juridique, elle n'est jamais autorisée à parler publiquement de nombreux détails. Ses problèmes avec Yoko Ono remontent encore plus loin. Quand elle a commencé à se pointer aux sessions d'enregistrement des Beatles en 1968, cela a tout perturbé. Les Beatles avaient toujours travaillé seuls avec leur producteur, George Martin, et ils n'aimaient pas les étrangers dans leur espace. Paul a admis plus tard qu'il ne voulait pas d'elle là parce que ça avait toujours été un truc de mec. Il a dit que cela les faisait fulminer en silence. Yoko utilisait leurs instruments, se déplaçait dans le studio et ça leur paraissait juste bizarre. Paul avait l'impression d'être mis de côté alors que John se rapprochait de Yoko. Même après la mort de John, la tension n'a jamais complètement disparu. Dans un podcast de 2023, Paul a admis que ce n'était jamais confortable et que personne dans le groupe n'aimait vraiment la façon dont elle s'immisçait. Un autre chapitre douloureux est arrivé en 1945, lorsque Michael Jackson a acheté les droits du catalogue de chansons des Beatles pour 47,5 millions de dollars. Ce qui a le plus blessé Paul, c'est qu'il avait enseigné à Michael à quel point les droits musicaux étaient précieux. Ils avaient collaboré sur des chansons comme Say, Say, Say et The Girl Is Mine, et Paul lui avait donné des conseils sur l'investissement dans l'édition. Michael a même plaisanté une fois. « Je vais posséder tes chansons. » Puis, il a fait exactement cela.
Paul n'avait pas les moyens de surenchérir. Et à sa grande surprise, Yoko Ono aurait préféré que Jackson obtienne les droits plutôt qu'une société. Ce moment a mis fin à leur amitié et aucun des deux hommes n'a pardonné à l'autre avant la mort de Michael en 2009. Mais toutes les surprises dans la vie de Paul n'étaient pas sombres. En juin 2024, il a finalement sorti One Hand Clapping, une session musicale qui avait été cachée pendant 50 ans. C'était un enregistrement en direct de Wings aux Abbey Road Studios en août 1975, juste après le succès de Band on the Run. Il était prévu d'en faire un documentaire et un album, mais il n'est sorti que maintenant. L'un des moments les plus forts de l'enregistrement est Paul chantant Twent Flight Rock, la même chanson qu'il a jouée pour John Lennon le jour de leur rencontre en 1957. L'album comprend même des enregistrements rares dans la cour d'Abbey Road et des chansons inédites dont les fans n'avaient entendu que des rumeurs. À 82 ans, Paul a donné à tout le monde une fenêtre directe sur sa jeunesse, comme l'ouverture d'une capsule temporelle directement du cœur de son apogée. Ce n'était pas le seul triomphe de fin de carrière. En 2018, à l'âge de 76 ans, Paul a sorti Egypt Station et il a fait ses débuts à la première place du Billboard 200. C'était la première fois de toute sa carrière solo qu'un album atteignait directement la première place aux États-Unis et il a battu le record de l'artiste le plus âgé à le faire. Il n'avait pas eu d'album numéro 1 en Amérique depuis Tug of War en 1982. L'album s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires lors de sa première semaine. Il l'a promu avec une apparition virale dans Carpool Karaoke et a même donné un spectacle surprise à Grand Central Station. Alors que la plupart des stars du rock de son âge avaient pris leur retraite, Paul était toujours en tête des charts et remplissait des stades. Mais son chemin vers la reconnaissance royale n'a pas été facile. Le 11 mars 1997, il a finalement été fait chevalier par la reine Élisabeth II. Cela aurait dû arriver bien plus tôt, mais cela a été retardé de 17 ans, très probablement à cause de ses arrestations pour consommation de drogue. En janvier 1980, il a été arrêté avec de la marijuana à Tokyo et a passé 9 jours en prison. Et même plus tôt, lors d'une visite au palais de Buckingham en 1965 pour recevoir des médailles de membres de l'Empire britannique, MBE, les Beatles ont secrètement fumé de la marijuana dans la salle de bain du palais. Quand il s'est finalement agenouillé devant la reine, Paul a fait un commentaire discret et émotif. Il a dit « Je me souviens juste des 3 autres. Je continue à regarder par-dessus mon épaule, m'attendant à les voir. » Sa femme, Linda, n'a pas pu être là parce qu'elle luttait contre le cancer. Elle est décédée seulement 13 mois plus tard.